Bonjour à tous. Voilà, nous retrouvons Éric Libio que nous avions rencontré la semaine dernière pour donc une masterclass sur Clint Eastwood. Aujourd'hui, donc, c'est le genre au cinéma et voilà, on va donc l'accueillir et parler pendant une petite heure sur ce sujet cinématographe. Alors, je voulais commencer, Éric, d'abord par te dire bonjour et merci d'être Oui, encore bonjour avec Gérard et à tout le monde. voilà et est-ce que le genre a commencé en fait, la notion de genre a commencé avec le cinéma? Oui, pour répondre un peu facilement, on pourrait dire que dès l'invention du cinéma, il y a eu Méliès et les frères Lumière. Et Méliès, il a inventé le film de science-fiction avec Voyage sur la Lune, quoi. Donc, le film de genre, en fait, se rapproche aux raconteurs d'histoire. Ce sont des raconteurs d'histoire, donc c'est tout le roman tel qu'il était avant le nouveau roman en France notamment. C'est raconter des histoires, des personnages, un début, un milieu, une fin, ce désir qu'on a chez les êtres humains voilà, à s'identifier à des personnages, à des héros, à des femmes, à des hommes, à des salauds, à des gentils, à des méchants, à tout ce qu'on veut. Et le cinéma de genre, enfin le genre en général, mais le cinéma de genre appartient à cette longue tradition des raconteurs d'histoire, comme il y en a eu notamment dans la littérature, parce qu'évidemment la littérature précède le cinéma. Mais le cinéma, tout de suite, a raconté des histoires, et Hollywood, le premier western, c'est l'attaque du Grand Express, c'est 3-4 ans après l'invention du cinéma. Les premiers crimes. Voilà, à partir du moment où il y a des histoires et des personnages, on rentre assez facilement dans le film d'un genre. Donc, Méliès a été le premier. Les Frères Lumière, c'était le témoignage, le documentaire, et Méliès, c'était la fiction et le cinéma de genre. Mais, heu, qu'est-ce qui a fait que, ce cinéma de genre a peut-être été un peu plus alors c'est peut-être une erreur, hein, de ma part de dire ça, mais c'est plus ancré dans le cinéma américain que dans les autres cinématographies? Mais ce n'est pas du tout une erreur, Gérard. Je reconnais là que tu es un grand cinéphile. Tu sais, tu connais le cinéma quand même. Non, non, c'est pas du tout une erreur. Ben, ce qui s'est passé, pardon, hein, je vais un peu résumer et puis Oui, oui, non, mais un peu il faut. schématiquement des choses, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que le cinéma est arrivé aux États-Unis euh, à la fin du 19e, début du 20e, au moment où la nation américaine, la civilisation américaine commençait à éclore. C'était la fin du western, hein, enfin les westerns, la fin de la conquête de l'Ouest, parce que western, ça fait penser au cinéma, la fin de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, etc. Et que le cinéma américain, en fait, a été très rapidement en prise directe avec la naissance de la civilisation américaine. Pour donner un exemple, par exemple, pardon, le film noir, le polar, a correspondu à la prohibition américaine. Et alors que dans les rues à Chicago, il y avait Al Capone et Elliot Ness, eh bien, le cinéma à l'écran racontait cette société-là. Donc les Américains se sont très vite servis du cinéma comme étant un témoignage de l'époque, un témoignage de leur, de leur société, beaucoup plus qu'en France. En France, la société française, pardon, la civilisation française, on peut l'appeler comme on veut, existait depuis des siècles et des siècles. Donc, on est beaucoup plus passé par la littérature et par le verbe plutôt que par le genre et le cinéma. Et c'est aussi sans doute pour ça que le cinéma, il y a eu Hollywood, il y a eu quand même des gens qui avaient une certaine vista, qui ont compris l'importance de raconter des histoires, justement, l'importance de témoigner d'une époque, l'importance de faire dans l'universel tout en racontant quelque chose de très précis. Et le cinéma américain s'est engouffré là-dedans. Il s'est vite rendu compte que ça plaisait en France, en Europe, au Japon, en Angleterre, en Finlande, en Amérique du Sud. Cette espèce d'envie de se faire raconter des histoires. Les Américains ont rapidement compris que c'était là une façon d'imposer un modèle culturel intéressant, tandis que en France, on était peut-être dans une espèce de notion plus artistique, plus intellectuelle, venant du siècle des Lumières, où c'était le verbe, l'écrit, le côté un peu tribun, le côté auteur de l'art. Et les États-Unis, eux, ont rapidement compris que s'ils attaquaient le cinéma de genre,
apporterait, c'est le soft power américain, ça leur apporterait une importance dans le monde, une importance artistique, une façon en fait, de faire voyager le modèle américain. Mais c'est un peu pour ça, peut-être, alors que le genre dans les pays européens ou en France en particulier, c'est plutôt le drame, la comédie dramatique, le film comique, ce qui prend aux États-Unis des noms différents. Je dirais, bon, il y a le film, le film de gangster, le film, mais c'est toujours lié au film en fait. La screwball comedy, on en pourra en parler. Voilà, la comédie musicale, tout ça, sont des choses qui sont quand même liées directement au cinéma, alors que les genres, quand la France commence à définir les genres au cinéma plutôt par le genre littéraire, en fait. Oui, bah c'est la tradition culturelle, c'est-à-dire aussi parce que la critique française, les gens qui étaient chargés de parler du cinéma ont toujours pris le genre avec des pincettes. Alors évidemment que chaque film, on pourrait le définir comme étant un genre, une comédie dramatique. Enfin voilà, chaque film pourrait correspondre à des critères particuliers, mais on s'accorde quand même à dire que les genres sont ceux qui ont une espèce d'ossature extrêmement visible, hein, le western, le polar, la comédie musicale, la science-fiction, le film d'horreur. La comédie dramatique, c'est pas vraiment un genre parce qu'on se rend compte que c'est assez flou comme la comédie romantique aussi, alors on pourrait le définir comme un genre, mais la screwball comédie, par exemple, qui est un sous-genre de la comédie romantique, là, c'en est vraiment un, parce que ça correspond à une période très précise, hein, les années 30-50 à Hollywood, avec des caractérisations de personnages très particuliers, très singuliers. En général, c'est une femme et un homme qui s'engueulent, et au lieu de dire je t'aime, ben, ils se foutent des baffes, en gros. Donc, c'est une façon d'architecturer un genre d'une façon extrêmement précise. Le western, il suffit d'une époque, un paysage, un cheval et un cow-boy pour définir un western. Le polar, c'est un crime, la nuit, des flics et des voyous. Donc, à chaque fois, il y a quand même des critères très respectables et qui sont respectés, même si à l'intérieur d'un genre, on peut jouer avec les codes, bien évidemment, hein, voir les frères Cohen, par exemple, qui ont pris le film noir et qui s'en jouent régulièrement. Mais en France, la tradition littéraire fait que c'était comme si le film de genre était un peu méprisé, un peu vu avec des pincettes. Hein. Il suffit de voir l'histoire. La critique française, après la Nouvelle Vague, par exemple, a mis très très longtemps à apprécier le film de genre. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'ils prennent ça avec pas mal de mépris. Alors tu parlais de livres, on peut faire l'analogie avec la littérature policière, par exemple. Il y a encore une trentaine d'années, la littérature policière était une littérature de genre, voire une littérature de gare, ce qui était quand même assez méprisant. Et c'était dans un rayon de la bibliothèque, et en général, ceux qui lisaient des polars, bon, c'était pas très bien vu, c'était juste pour se distraire, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que, la littérature policière est la littérature la plus lue et la plus achetée en librairie, quand on peut aller en librairie en tout cas, qui est devenue un véritable phénomène littéraire, que les grands auteurs s'y sont intéressés. Donc il faut toujours prendre un peu de temps pour apprécier la littérature de genre, la littérature policière en règle générale. Mais le premier mouvement que la critique française ou les intellectuels français ont eu envers le genre a toujours été un peu méprisant et méprisable, ce qui m'a toujours excessivement agacé. Oui, tu allais dire quelque chose. Non, non, simplement pour aller sur ce territoire de la littérature du film noir ou du polar, j'aimerais que tu me dises si mes renseignements sont bons, mais il semblerait que les premiers polars qui sont traduits en France, donc les Chandler, ces gens-là, ont été traduits et les éditeurs ont élagué ces livres parce qu'ils étaient trop longs. Ils ont enlevé en particulier pas mal de descriptions ou autres parce qu'ils avaient peur que ça n'intéresse pas le public. Je pense que c'est unique dans le monde de la littérature de se permettre ça. Je ne sais pas si c'est unique, en tout cas en France, c'est effectivement ce qui s'est passé. Pour faire court, il y a eu un courant littéraire aux États-Unis qui s'appelait le
le crime novel qui s'appelait le roman noir, le hard-boiled, dans les années 20, de 20 aux années 50. Hein, ça a commencé par Dashiell Hammett, après ça a été Raymond Chandler, Horace McCoy, Burnett, etc. Euh, D'ailleurs, parenthèse, ces écrivains-là ont très très vite intéressé Hollywood et c'est aussi pour ça que la vague du film noir a été si importante, c'est que les auteurs américains, les romans ont été adaptés ou eux-mêmes ont travaillé pour Hollywood. Je prends toujours ça comme exemple. Par exemple, L'Inconnu du Nord Express de Hitchcock, c'est un livre de Patricia Highsmith, deux adaptés par Raymond Chandler, trois réalisés par Hitchcock. Ce qui veut bien dire que bon, c'est un peu le haut, le haut du panier. Et ce qui veut dire, c'est que ça se faisait assez facilement, sans aucune jalousie entre les uns et les autres, même si Smith, elle a trouvé que le boulot de Chandler n'était pas forcément très bon, mais en tout cas, c'était des pointures qui s'y attaquaient. Et c'est vrai que cette littérature-là est arrivée après-guerre, hein, comme le film noir, au moment où Marcel Duhamel a fondé la série noire en 45-46, et que, comme ça devait correspondre à des critères d'édition assez précis, comme les bandes dessinées, il ne fallait pas que ça dépasse 48 pages, les livres, il ne fallait pas que ça dépasse 250, etc. Et que les traducteurs, ou Marcel Duhamel lui-même, pensait que tout ce qui avait trait aux descriptions un peu trop américaines ou américanisées, ça n'allait pas du tout intéresser le lecteur français. Donc, effectivement, il demandait à ses traducteurs de sabrer, parfois de franciser, et rares sont les romans américains qui ont été publiés entièrement, enfin, dans leur intégralité dans ces années-là. Et il a fallu attendre quelqu'un comme François Guérif, qui a monté dans les années 80 les éditions Rivage, hein, qui a découvert notamment Elroy. François Guérif est grand éditeur de polar qui a réhabilité et refait traduire tous ces auteurs-là qui avaient été expurgés. Alors aujourd'hui, on trouve maintenant des éditions quasiment, enfin, tous les grands auteurs ont été retraduits dans leur intégralité, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était. Mais là encore, c'est parce que l'image du polar était pas très, enfin, du roman policier était pas très bien vue. C'était de la distraction, on lisait ça dans les gares, on achetait ça avant de prendre le train, etc. Alors que si on veut bien lire notamment les films, les romans de Dashiell Hammett ou de Raymond Chandler, on se rend compte aujourd'hui que c'était les témoins de l'époque et ils ont une valeur historique qu'à l'époque, enfin, que les Français n'avaient pas reconnue. Et je pense que le cinéma de genre a souffert de ça. Mais je suis persuadé aujourd'hui que le cinéma de genre, beaucoup plus que le cinéma d'auteur, qui est un cinéma intimiste, hein, je ne vais pas forcément les opposer les uns et les autres, mais enfin, même si j'ai plutôt une préférence pour le cinéma de genre, mais le cinéma d'auteur, il parle du créateur, le cinéma de genre, il parle de la société. Et que les historiens, aujourd'hui, et peut-être dans 150 ans, quand ils auront besoin de se replonger dans ce qu'était la société américaine dans les années 30 ou même la société française dans les années 80, eh ben, ils regarderont des films aussi. Et quels films ils regarderont? Eh bien, ils regarderont L'Inconnu du Nord Express, ils regarderont Le Petit César d'après Burnett, ils regarderont les films de Raoul Walsh, ils regarderont les films de John Ford ou d'Alain Corneau, de Bertrand Tavernier pour les années 80. Donc, ils regarderont ces films qui racontaient des histoires des personnages et qui témoignaient de leur temps. Voilà, je crois que c'est ça, la grande force du cinéma de genre, c'est de parler de son temps. Et de ce point de vue-là, le western, par exemple, est un genre absolument extraordinaire parce que la plupart des films se passent au XIXe siècle, certains au XVIIIe, quelques-uns à l'orée du XXe siècle, mais en gros, c'est cette période-là. Et en fait, ces films qui sont faits dans les années 30, 40, 50 et 60 en particulier, sont des films qui parlent avant tout de leur temps plus que de l'époque qu'ils racontent. Oui, enfin, oui, tu as raison. Il parlait un peu des deux, hein. Le western pour les Américains, c'est les films de Louis XIV pour la France, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné, un art comme le cinéma, un art populaire comme le cinéma, peut raconter notre histoire. Se disait, enfin, c'est Hollywood qui se disait ça, et que la seule façon, enfin, une des seules façons de laisser, de raconter ce qu'on vit, ce qu'on est. Ce qu'on va devenir, ça a été le cinéma, beaucoup plus que la littérature. Encore une fois, je reviens à ce que je disais au tout début, la littérature, c'était la France, et les États-Unis, c'était
c'était effectivement le cinéma. Et le western, ça a été… alors, c'est aussi une façon de raconter le roman américain comme nous, on a pu raconter le roman français. C'est-à-dire que le western a passé quand même sous silence assez longtemps le génocide des Indiens quand même. Donc, ils avaient beau jeu de raconter, de se raconter sous des ors ou sous des valeurs assez positives, alors que la conquête de l'Ouest et le génocide des Indiens n'a pas été non plus… c'est un peu comme la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que tous les moments de l'histoire un peu sombres, on évite de les raconter. Donc, il a fallu les années 60-70 pour que les cinéastes, même si John Ford en avait fait un peu, Aldrich aussi, mais quand le cinéma américain est devenu un peu plus politique, et notamment le western, que ce soit Soldat Bleu, que ce soit Willy Boy, que ce soit Little Big Man, où à un moment donné, le western s'est mis aussi à parler de politique et à refaçonner à l'histoire, enfin de raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée, avec aussi effectivement un écho politique de ces années-là assez passionnant. Donc le cinéma de genre a aussi permis à l'Amérique de faire son grand roman américain. Ça c'est vrai. Mais alors, autre chose, dans le genre aussi, on va trouver, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais on va trouver des films qui sont la quintessence du genre et qui, en même temps, ne racontent pas forcément l'histoire de l'Amérique de l'époque où le film est fait. Je prendrai l'exemple de Rio Bravo. Rio Bravo, qui est donc mon film préféré au monde, tu fais Oui, exprès, je hein. le sais bien, je le sais bien. Mais c'est intéressant parce que je n'y ai pas trouvé, si tu veux, de rapport direct avec la société de 1960. Non, mais parce que les films n'ont pas forcément vocation à être l'exacte représentation de l'époque dont ils parlent ou de l'époque à laquelle ils ont été filmés, ces films-là. Mais Rio Bravo, c'est l'histoire d'une amitié, c'est l'histoire des individus qui tout d'un coup se regroupent pour affronter le mal. C'est aussi des valeurs un peu universelles de la façon dont une communauté peut se réunir, peut s'unir pour affronter le méchant venu d'extérieur. Enfin voilà, il y a plein d'échos politiques comme ça, même si ça ne vient pas tout de suite à l'idée. C'est vrai que quand on regarde Rio Bravo, John Wayne, Dean Martin, etc., la prison, les méchants, on ne pense pas forcément à ce qu'il y ait une dimension politique là-dedans, mais moi, je pense que tout film est politique au sens citoyen du terme, pas forcément au sens revendication politique ou militante du terme, mais au sens vie en société, vie en communauté, et que Rio Bravo a une connotation en 59 de ce que pouvait être, où Hawks raconte un petit peu comment est-ce qu'il faut se souder, comment est-ce qu'il faut bâtir une communauté pour résister aux pulsions et au mal, quoi. Et puis, ce n'est pas étonnant qu'il soit venu en 59 au moment où les studios ferment quasiment. Enfin, c'est la fin des grands studios, c'est le début d'une nouvelle ère, c'est les années 60, les années des revendications politiques. Il y a 68 qui va arriver, il y a des nouvelles générations de cinéastes et de comédiens, il y a bientôt le nouvel Hollywood, etc. etc. Donc 59, c'est une année charnière. Hein, charnière. 4 ans plus tard, c'est Kennedy qui se fait assassiner en 63, et tout le monde s'accorde à dire pour que cette année-là, c'est l'année où l'Amérique a perdu de son innocence. Donc, si on veut bien un peu toujours replacer les films dans leur contexte, Rio Bravo, en dehors de la perfection absolue de ce film, où il n'y a pas une seconde de trop, il n'y a pas un plan de trop et que c'est une merveille, eh ben, il raconte un peu quand même ce qui est en train de se jouer. Il faut juste un petit peu décrypter. C'est pour ça que si on regarde un peu trop rapidement ou trop facilement les films de genre, comme le western, qui a souvent été… Alors lui, à l'intérieur du cinéma de genre, le western a été encore plus méprisé que le film noir. Mais si on veut bien regarder un petit peu ce qui se passe derrière un film de genre qui est quand même là pour aussi distraire, hein, pour amuser, pour divertir, pour faire peur, pour frissonner, pour faire rire, pour faire pleurer, pour tout ce qu'on veut, enfin pour en tout cas faire naître des émotions. Si on regarde toujours un petit peu derrière, eh bien, les cinéastes, les scénaristes racontent quand même leur époque. C'est juste qu'ils se mettent pas en avant. C'est juste qu'ils ont une humilité telle. Parfois, le cinéma d'auteur, il souffre un peu de prétention, quoi. C'est un tout petit peu pénible, quoi. Antonioni, quand même, il était chiant, quoi. Tu vois, et, bon, c'était un peu… Je préfère voir Rio Bravo que l'Éclipse, L'Aventura. que l'Aventura. Mais
En fait, ce qui s'est passé au cours des années, c'est une codification de plus en plus précise de ces genres. Et pour aller un peu plus loin, tu parlais donc du western, en effet, qui lui depuis la naissance du cinéma jusque, alors on verra pourquoi, tout à l'heure, j'aimerais te poser la question de savoir pourquoi il disparaît, entre guillemets, sauf chez Clint Eastwood. Mais cette codification, elle est forte et je dirais que tu parlais des critiques de cinéma qui avaient, en particulier européens, qui avaient un regard un peu éloigné par rapport à ce genre, par rapport au genre et tout. C'est quand même eux, si mes souvenirs sont bons, qui ont inventé la notion de cinéma noir ou de film noir. Les Américains? Non, les Européens. Oui, enfin, En voyant les films américains. oui, oui, c'est-à-dire qu'en 1946, après-guerre, il y a eu des accords politiques entre la France et entre la France et les États-Unis, et tout d'un coup, en 1946, ont débarqué sur les écrans 7 ou 8 films très précis. Hein. Il y avait Laura, il y avait, je ne sais plus quels étaient, Assurance sur la mort, je crois. Assurance sur la mort, etc. Donc, tout d'un coup, les critiques, les journalistes, voyant ces films-là, se sont bien rendus compte qu'il y avait quand même un point commun entre tous ces films, à savoir le crime, le noir et blanc, les pulsions humaines, le mal, le bien, etc., le combat entre le mal et le bien, etc. Et qu'effectivement, c'est un journaliste qui a appelé ça le film noir, mais sans imaginer que ça allait faire florès et que ça allait devenir une expression, une expression qui aujourd'hui euh, est utilisée d'une façon extrêmement commune. Mais c'est vrai que les codifications, en fait, moi, je ne suis pas sûr que ce soit de plus en plus codifié. J'ai l'impression quand même, ce ne sont que des variations finalement, parce que, comme je disais tout à l'heure, le western, il se codifie presque lui-même. Ce n'est pas très compliqué enfin, évidemment, il y a des contre-exemples, mais dans 99% des cas, quand on voit un film, on sait rapidement si c'est un western ou si c'est pas un western, quoi. En gros, il y a quand même des codes, comme je disais, un cheval, un cow-boy, une étoile, un flingue, enfin un revolver, un shérif, et puis voilà, et puis une époque, et puis Ouais. un moment de l'histoire. Pareil pour le polar. En général, il y a une enquête, il y a un flic et un truand, puis s'il n'y en a pas, il y a plutôt un détective privé. En tout cas, il y a un crime, il y a une enquête, il y a, même si c'est pas du crime organisé, ça peut être l'histoire d'un mec qui tout d'un coup est confronté et qui doit tuer quelqu'un, qui est pris d'une pulsion, la vengeance, la jalousie, etc. Donc tout ça est quand même assez codifié. Et aujourd'hui, mine de rien, ça reste un petit peu pareil. Là où parfois, enfin là où souvent le film de genre se marie au film d'auteur, c'est quand des grands cinéastes, des grands auteurs prennent le film de genre et le travail de l'intérieur. Hein. J'ai cité les frères Cohen, par exemple, ou en France, Jacques Audiard, par exemple, quand il prend Regarde les hommes tombés, c'est un film noir. Quand il prend Le Prophète, c'est aussi un polar. Mais il en fait entre choses. Un, parce que par la qualité de sa mise en scène, par l'ambition de son scénario, par ses personnages plus complexes que d'habitude, il en fait un vrai film d'auteur. Mais c'est aussi parce que Audiard, qui est le fils de son père, a beaucoup travaillé comme scénariste, a beaucoup lu, et que pour lui, le film de genre, il ne le regardait justement pas avec mépris. Il y a vraiment cette notion de mépris qui parcourt toute l'histoire de la critique française, alors qui est en train un peu de changer, mais on peut lire l'évolution du film de genre par le prisme de ce regard que la critique lui portait. Mais là, pour en revenir sur Jacques Audiard, en effet, Jacques Audiard a été chercher différent. Il a même été jusqu'à travailler sur le western avec les frères Sister. Oui, 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 exactement. Bah, oui, mais Jacques a toujours dit que lui, Jacques, il est né avec, bon, évidemment, avec son père. Hein, quand on vit Ouais. dans une maison où le week-end, tu as Jean Gabin, Ventura, et Duvivier et Jacques Becker qui débarquent, évidemment, ça donne un peu de. Tu vois, voilà. Donc, il a toujours baigné là-dedans. Et puis aussi parce que, Michel Audiard, son père, écrivait, il travaillait avec Simonin, il travaillait avec Le Breton, Auguste Le Breton, Albert Simonin, donc des auteurs de la série noire, des auteurs de polar. Donc, c'était un genre qu'il n'a jamais méprisé. C'était un genre dont il voyait bien que si on poussait un petit peu, si on le sortait un peu parfois de certaines facilités scénaristiques, eh bien, on pouvait raconter des histoires humaines extrêmement
ambitieuse, romanesque, où on pouvait toucher à la vérité des sentiments, des pulsions humaines, des paradoxes, des ambiguïtés humaines, etc. Donc il a bien compris que si on raconte des histoires, on peut aussi raconter les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus profond, et voilà, et pas seulement en filmant un peu l'herbe qui pousse sur des cailloux, quoi. Et c'est vrai que le western, ça l'amusait parce que bon, ben, la France, c'est pas vraiment un pays de tradition du western, hein, ni même l'Europe, à part les western spaghetti italiens. Mais ça l'amusait en tant qu'exercice intellectuel. Il faut dire qu'Audiard, c'est sans doute l'un des plus intellos de nos réalisateurs français. Ça l'intéressait à l'intérieur d'un genre très malléable, très populaire aussi, hein. Le film de genre, enfin, le cinéma de genre, c'est un cinéma très populaire. À l'intérieur de ce cinéma très populaire, comme une espèce une pâte à modeler, voir ce qu'on pouvait faire du western aujourd'hui. Et entre les genres, si on prend ces 2 grands genres que sont le cinéma, le polar, le film noir et le western, j'ai l'impression qu'il y a un élément une constante dans le polar qu'il n'y a pas forcément dans le western, c'est une constante esthétique, C'est-à-dire, en particulier au niveau de l'image. Le travail sur l'image, dans le film noir me paraît être plus codifié que ouais. sur le Ah, western. sans doute, mais je pense aussi que ça peut venir, là je réfléchis un peu tôt, mais ça peut venir aussi du fait que quand on est dans une ville, des rues, des bars, des ambiances, on peut effectivement, il y a un décor qu'on peut maîtriser. Quand on filme un monument de Velay, on ne peut pas tellement maîtriser le décor, quoi. Il y a plein soleil et puis tu filmes ce que tu peux filmer. Tu ne peux pas t'amuser à mettre des projecteurs partout pour faire des ombres et tout ça. Et je pense que le western marche aussi par une espèce aussi parce que parmi les codes du genre western, il y a la notion du rapport que peut avoir un homme à la nature. C'est aussi le principe. Donc, à un moment donné, la nature, il faut la filmer. Et ben, la filmer, tu la filmes comme elle l'est. C'est-à-dire que tu n'as pas à codifier beaucoup la nature. Elle s'impose elle-même d'une façon. Tu vois, Jeremiah Johnson, par exemple, voilà, le Sidney Pollack qui ne va pas s'amuser à mettre des projecteurs partout pour faire des ombres, pour faire des choses bizarres. La nature s'impose, mais c'est aussi le sujet du film et c'est aussi le sujet de beaucoup de westerns. Dans le polar, effectivement, l'esthétique du polar se fabrique beaucoup plus que celle du western qui a tendance à s'imposer. Dans le polar, on est beaucoup aussi parce que c'est le sujet, hein. La nature, on la filme parce que c'est le sujet du western, et le polar, ben, on filme les ombres, on filme les lumières, on filme des choses un petit peu cachées, on filme parce que c'est le sujet du genre. À savoir ben, tout ce qui s'agite en nous, les ombres, les pulsions malsaines, etc. On n'est pas des êtres de lumière, hein, on est des êtres de lumière et d'ombre, et c'est ce que raconte le polar. Donc forcément, l'esthétique, elle fait écho à ce que vivent aussi les personnages. Alors, que ce soit dans le western ou dans le film noir, peut-être plus encore dans le film noir que dans le western, il y a peu d'histoires originales. C'est là où on voit aussi que ces genres vont aller puiser à 80 dans la littérature. Alors le western un petit peu moins, mais Enfin, ouais, le polar, oui, ça, voilà. le polar, effectivement. Alors il y en a bien évidemment des histoires originales, mais à la grande époque du roman noir, enfin l'âge d'or du film noir, hein, les années 30, 30, 50, ou 25, 35, 55, pardon. Effectivement, c'est 80% de la littérature américaine qui est adaptée sur grand écran, tout ça. Ben pourquoi? Parce que ça va, le roman noir précède le film noir, hein, puisque le roman noir a plutôt commencé à la fin des années 10, à mettre ses 19, 20, 21 dans ces années-là, à l'époque où le film noir n'existait pas encore. Et puis, ben, pour une question aussi d'efficacité, de productivité, ils se sont bien rendus compte que ces gens-là, les écrivains, ils avaient une imagination débordante, ils savaient créer des histoires, etc. Et donc, il y avait sur la table suffisamment de livres pour être adaptés au cinéma. Et comme ensuite, les écrivains se sont mis à écrire des scénarios, enfin, à travailler directement pour Hollywood, c'est vrai qu'ils ont bénéficié d'une comment est-ce qu'on pourrait dire ça, ils ont bénéficié d'une qualité romanesque chez les écrivains. Hollywood a puisé là-dedans, quoi. Ils se sont tous mis, hein.
Hamet aussi, il a travaillé à Hollywood, Chandler, Burnett, McCoy, dans On achève bien les chevaux, etc. etc. Donc, et le western, c'est plus compliqué parce que là. Et puis en plus, c'était une littérature qui s'exportait très bien. En France, le succès de la série noire a quand même été dû aux auteurs américains avant les auteurs français. Les auteurs français sont arrivés qu'une dizaine d'années après la création de la série noire. Donc c'était une littérature qui fonctionnait très très bien à l'étranger, alors que la littérature de western, qui est assez populaire aux États-Unis, parce qu'encore une fois, c'est leur histoire, ça n'a jamais marché en France. Il y en a très très peu. Là, il y a Tavernier qui a sorti une collection chez Actes Sud, mais par exemple, un auteur de romans noirs comme Albert Léonard, qui est un des grands auteurs du polar des années 60-70 aux États-Unis, eh bien, qui a écrit et des westerns, c'est lui l'auteur de Hombre, par exemple, avec Paul Newman, qui a écrit et des westerns et des romans noirs. Ces romans noirs sont traduits en France, ces westerns, quasiment pas. Ça n'intéresse pas, voilà, c'est très difficilement exportable. Alors les films s'exportaient davantage parce qu'il y avait un côté folklorique dans le western et on avait l'impression de voir la mythologie de l'Amérique en marche. Mais en littérature, c'était beaucoup plus compliqué. Et si on voit le cinéma, le polar, il y en a eu beaucoup dans les années 50, justement, en particulier avec Grangier, voilà, et puis donc le Audiard, le père, qui était sur je ne sais combien de scénarios, euh, sont aussi souvent des adaptations d'auteurs, mais là j'ai l'impression que on est plutôt non pas dans l'auteur américain pur et dur, mais plutôt dans Agatha Christie et Simenon. C'est-à-dire aller chercher dans son propre continent les histoires. Oui, Agatha Christie assez peu. Simenon, oui, était adapté très très tôt. C'est sans doute c'est l'auteur qui a écrit le plus de bouquins, donc ça a été aussi l'auteur qui a été le plus adapté au cinéma et très tôt. Jean Renoir notamment, Becker, etc. Grangier, bien sûr. Mais la littérature policière française, elle est née. Alors il y a eu évidemment Maurice Leblanc, il y a eu Rouletabille, etc. Au début du siècle, mais ça a été très très peu adapté. Il a fallu attendre les années 60 et l'arrivée d'Auguste Le Breton et de Albert Simonin, par exemple, notamment, pour trouver des auteurs qui s'intéressaient au Pigalle, et au folklore du gangster. La figure du gangster, qui était un peu démarquée de la figure du gangster américain, mais avec beaucoup plus de folklore sans doute, a débarqué en France dans les années 60. Et puis, comme de toute manière, ces cinéastes-là, donc pré-nouvelle vague, post-nouvelle vague, ont vite compris que raconter des histoires avec des personnages, avec des crimes, avec des méchants, avec des gentils, avec des petites pépées, etc., ça marchait bien. Ils se sont mis à adapter les romans français et parfois à franciser aussi les romans américains. Par exemple, Pierre Chenal a réalisé Le facteur sonne toujours deux fois. Visconti, Pierre Chenal, il y a quand même deux Européens qui ont adapté Le facteur sonne toujours deux fois, qui est un des grands romans noirs américains. Il y a eu T. Garnett aux États-Unis et puis Bob Rafelson. Mais la première version, c'est Pierre Chenal, qui s'appelait Le dernier tournant, avant même les Américains. Mais c'était à l'époque du réalisme poétique de Carnet, Prévert et tout ça. Il y a des similitudes entre le réalisme poétique et le film noir, d'ailleurs, même au point de vue de l'esthétique, les contrastes, le noir et blanc, le destin, la perte, voilà, l'amour, la jalousie, etc. C'est Hôtel du Nord ou Le jour se lève et tout ça. Le jour se lève, c'est quasiment un film noir. Enfin, on pourrait dire, en plus, il y a le flashback, il y a tout ça. Donc, c'est une frange du cinéma de français qui a plutôt qui a intéressé les cinéastes et qui après a été balayé du revers de la main, il faut le dire, par la nouvelle vague. Ouais. Mais justement, là, tu parlais de flashback et autres. Il y a aussi donc dans le genre cette codification du récit, c'est-à-dire il y a des constantes. Alors, je ne dis pas que tous sont comme ça, mais il y a un certain nombre de constantes dans quelques grands films noirs, par exemple, certaines constantes dans la manière de raconter, la voix off,
Voilà, non, il me semble, hein, Oui, oui, le récit du film noir est très effectivement codifié, mais plus généralement, le film de genre, c'est un peu une lapalissade de dire ça, mais c'est un début, un milieu, une fin. C'est assez bête, mais c'est ça. C'est que les codifications, les premières codifications passent par ça, c'est-à-dire que le début, c'est un personnage, en général, c'est une perte, alors soit d'un objet, soit d'une personne aimée, soit de voilà. Après, c'est la reconquête de la perte, et puis à la fin, c'est en général le happy end. Mais très tôt, cette codification-là, c'est celle-là aussi qui était très méprisée, c'est-à-dire par l'intelligentsia ou l'intellectualisme un peu français, de dire mais raconter des histoires, c'est un peu bêta, c'est un peu simpliste, c'est un peu. Alors, un, pas du tout, deux, et deux, encore une fois, il y a il y a un processus d'identification, il y a un plaisir de spectateur, de la distraction et tout ça qui font que raconter une histoire, ce n'est pas si facile. Et raconter une histoire, c'est aussi ontologiquement quelque chose qui appartient au cinéma quand même, enfin à la littérature aussi, mais au cinéma. Et puis à l'intérieur de ça, oui, tu as, des codifications dans le polar, parce que ça passe beaucoup aussi par le jeu, c'est beaucoup des personnages qui racontent eux-mêmes, et puis le flashback, ça crée un suspense, le fait de raconter à la première personne, ça crée un lien avec le spectateur qui tout d'un coup se prend pour Humphrey Bogart. Voilà, c'est vrai qu'au point de vue de la narratologie, le film noir et le roman noir ont été extrêmement inventifs et créatifs. Alors aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu moins d'invention dans les récits parce qu'on a à peu près tout inventé. Hein. C'est compliqué de se renouveler. Il n'y a guère que Christopher Nolan qui fait encore des efforts pour, avec notamment Memento, raconter le film à l'envers. Mais, et en même temps, dans le film genre, ce qu'on aime bien, c'est retrouver un peu ces charentaises, quoi. On aime bien se remettre dans l'ambiance assez classique de personnages, d'une esthétique, comme tu disais. On n'a pas forcément envie, quand on voit un polar, un film noir, même aujourd'hui, que tout soit totalement chamboulé, réinventé, passé à la moulinette et éparpillé façon puzzle aux quatre coins de Paris. Hein. ouais, ouais. Il y a un côté, c'est pas que ce soit du confort, mais on aime bien retrouver ce qui a façonné notre cinéphilie, notre amour du cinéma, notre amour des personnages, des histoires, et on aime bien se replonger là-dedans, tout en espérant que de temps en temps, c'est pour ça que ça c'est le gage des grands auteurs, bah, nous bouscule un petit peu justement dans ce confort-là, quoi. Ben, ce cette bousculade, on peut dire qu'elle existe, par exemple, avec un film qui a été je dirais au plus loin du jeu, c'est Boulevard du crépuscule, où là, le jeu est mort, au début du film, quoi, et il parle quand même comme alors qu'il est mort. Moi, je trouve que c'est une manière là, tout à fait originale de jouer et avec le spectateur. Oui, oui, mais tu as fait raison. D'ailleurs, on se rend compte que la littérature policière, on a toujours tendance à dire que bon, les grands mouvements de la littérature mondiale, le romantisme, le baroque, le gothique, etc., globalement, c'était un peu raconter des histoires, et même si c'était d'une façon un peu différente, et que c'est le nouveau roman, en France notamment, qui a un peu déstructuré tout ça, réinventé les codes, quel est le personnage principal, qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi est-ce qu'on raconte, etc. Et ce qui effectivement a été le cas, hein, que ce soit Rob Grillet, que ce soit Claude Simon, etc. Tous ces gens-là ont réinventé un peu le truc, mais on se rend compte que les auteurs de polar, encore une fois, américains, ils avaient déjà un peu fait le boulot, quoi. Et une femme comme une écrivaine comme Agatha Christie, qu'on a très longtemps méprisée et que je voudrais ici réhabiliter parce que c'est sans doute une des plus grandes romancières du monde, dans le genre policier, elle a absolument tout inventé. Elle a tout inventé. C'est-à-dire qu'elle a réécrit les formes de récit, elle les a retournées comme des crêpes. Elle a été d'une invention incroyable. Quand vous lisez Les Dix Petits Nègres, enfin, qui ne s'appellent plus Les Dix Petits Nègres Ouais. maintenant, Les Dix Petits Nègres, Le meurtre de Roger Ackroyd, le meurtre de Laurent Pécresse, etc. Tous ces livres, ça a été mais à chaque livre, elle réinventait des procédés littéraires propres au genre policier. Et c'était une romancière qu'on a assez rapidement
balancé d'un revers de main en disant bah voilà, c'est de la littérature policière, c'est Hercule Poirot, c'est un petit détective belge rondouillard qui résout des énigmes. Mais si on se penche sur la romancière elle-même, sur ce qu'elle a écrit, c'est sans doute, pour moi, l'un des 4-5 plus grands écrivains. Voilà, c'est une romancière exceptionnelle, mais qui fait dans le genre policier, parce qu'elle voulait distraire, parce qu'elle voulait raconter des histoires et tout ça, mais ce qui n'a pas empêché si on s'en tient d'un point de vue intellectuel de ce qu'on appelait la narratologie, eh ben de réinventer systématiquement des procédés littéraires, quoi. Il n'y a pas d'autres écrivains, mecs et femmes, qui ont fait autant qu'elle dans le domaine, quoi. C'est assez impressionnant quand on les relit, c'est vraiment fabuleux, vraiment. En dehors du fait qu'elle, un peu à la façon de Gosford, comment il s'appelle, enfin, bref, ce qui n'empêchait pas aussi à l'intérieur de ça de parler des rapports de classe entre maîtres et serviteurs, dans la petite bourgeoisie anglaise des années 30, 40, 50, etc. Donc il y avait aussi une position un peu politique, sociale. Bon, je n'étais pas un grand écrivain politique, mais enfin quand même une façon de décrire la société anglaise qui est assez passionnante et qui là aussi va rester comme le témoin de son temps. Quand dans 200 ans, on voudra savoir qu'est-ce qui se passait dans la société anglaise en 1940, on relira Agatha Christie. Alors, on a encore quelques minutes là, et je voudrais qu'on parle de cette extinction, entre guillemets, des genres, et en particulier du western. Un western qui, semblerait-il, serait mort dans les années 60 et début 70, du fait peut-être de leur trop grande politisation. Enfin, voilà, c'est une explication que je donne, que j'ai lue dans des… Je ne suis pas sûr de ça, tiens, je n'avais pas lu ça. Mais c'est vrai que parmi tous les genres, alors il y a la comédie musicale aussi qui a disparu, alors qu'il y a eu un temps de vie encore plus court que le western, hein, et puis elle, qui était vraiment très codée, et qui correspond peut-être plus aujourd'hui à ce que les spectateurs recherchent. Mais c'est vrai que le western, il a disparu à la fin des années 50. Il y a eu un peu une résurgence dans le cinéma politique des années 70. On le dit tout à l'heure, Little Big Man, Soldat Bleu, Willy Ball, etc. Mais peut-être qu'il a correspondu aussi à un moment, où la fin du western a correspondu au moment aussi où le cinéma changeait, où les spectateurs changeaient, où l'industrie du cinéma changeait. Le western, en fait, a été remplacé par la science-fiction. La conquête de l'Ouest, réalisée par John Ford, c'est la conquête de l'Ouest la conquête de l'espace réalisée par George Lucas quand il fait la guerre des étoiles. C'est exactement les mêmes procédés. Et quand tu regardes le personnage d'Harrison Ford dans la guerre des étoiles, il a un flingue, un revolver, il a un colt et un revolver. Donc, il a les attributs, si je puis dire, du héros du western. Donc, il y a eu une évolution comme ça, même si ce n'était pas aussi simple, mais parce que les spectateurs de cinéma rajeunissaient, il y avait une nouvelle génération, on allait plus jeunes au cinéma qu'on y allait dans les années 50, donc il fallait aussi intéresser les plus jeunes avec des histoires qui étaient peut-être un peu plus captivantes ou qui correspondaient davantage à leur âge, et puis aussi parce que la conquête de l'espace, c'était ce que vivaient les Américains à ce moment-là. On a marché sur la Lune, c'était le début des programmes spatiaux, lancé par Kennedy. Donc, dans les années 60-70, on avait envie. En plus, techniquement, on commençait un petit peu à maîtriser un peu plus les effets spéciaux, donc on pouvait s'amuser à raconter les extraterrestres, les planètes, les voyages, etc. Donc, il y a ça aussi qui a joué. Mais surtout parce que c'est ce que vivait l'Amérique. Donc, pour reprendre ce qu'on disait au tout début, le cinéma américain, témoin de son temps et en prise directe avec l'actualité, c'est raconter la conquête de l'espace. Et quand on raconte la conquête de l'espace, il n'y a peut-être plus besoin de raconter la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle prend un petit coup de vieux, la conquête de l'Ouest. Donc, on préfère s'en tenir, alors que c'est exactement les mêmes schémas artistiques, narratifs, symboliques, esthétiques du western. Le western, la conquête de l'Ouest, quand on voit le film avec Sean Connery, où il joue un shérif de Peter Hyams, dont j'ai évidemment oublié le titre. Il raconte, c'est un flic qui achemine un prisonnier sur une planète lointaine qui sert de prison. C'est le schéma de n'importe quel western.
Donc voilà, le changement s'est fait comme ça et que, alors de temps en temps, tu as des metteurs en scène comme Eastwood ou d'autres, ou Kevin Costner qui refont un peu des westerns, mais enfin, c'est vrai que c'est très épisodique et que je pense qu'il va mourir de sa belle mort. Il y en aura quand même de temps en temps un ou deux par-ci par-là, mais je ne suis pas sûr qu'on revienne à l'âge d'or du western tel qu'il était dans les années 50. Mais on se fera un plaisir de regarder les anciens. Voilà, exactement. Et d'un autre côté, je me dis, il y a des formes différentes, le film noir, le western, qui ont été catalogués dans des genres, mais si on regarde bien les histoires, c'est ce que tu disais un petit peu là à l'instant, quand on regarde les histoires, elles sont un peu toutes les mêmes. C'est le bien contre le mal, c'est la trahison, c'est l'amour, c'est toujours ces grands sujets qui en fait occupent et toute la littérature et tout le cinéma quelque part. Bah oui, tu sais, la jalousie, l'amour, voilà, tu es bien placé pour le savoir, c'est ce qui t'occupe absolument tous les jours. Non, mais c'est les codes des histoires créés par les Grecs, hein, les philosophes grecs, c'est pas très compliqué, ça remonte à la tragédie, aux tragédies grecques, hein, c'est Oedipe Roi, c'est toujours Oedipe Roi qui a quand même été publié en série noire, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais c'est vrai, ce sont des histoires qui mettent en jeu la nature humaine, tout simplement, et la nature humaine, elle peut évidemment se décliner selon les époques, les comportements, les cultures, les histoires, les races, les religions, tout ce qu'on veut. Mais reste que s'il y a un tronc commun, c'est effectivement l'amour, la jalousie, le crime, le bien, le mal, tout ça. Et ce n'est pas forcément des valeurs judéo-chrétiennes d'ailleurs, c'est des valeurs qui habitent les pulsions, la raison. C'est l'éternel combat entre les pulsions humaines et la raison humaine. Voilà, on est toujours bataillé là-dessus. On veut toujours faire bien, et puis souvent on fait mal, et puis on fait des choses pas forcément avouables. Et puis voilà, chacun essaye de se regarder dans un miroir tous les matins, et on n'est pas. Ça, c'est un peu mon côté histoudien. On ne fait pas tout bien dans la vie. Enfin, on aimerait bien, mais on ne fait pas tout bien. Et que ces histoires-là, c'est effectivement ces concepts-là, ces valeurs-là, ce sont des choses que raconte le cinéma de genre d'une façon distrayante, entre guillemets. Mmh. Et c'est ce que disait un peu Jean-Claude Carrière quand il disait dans un interview, pour moi, il y a l'Ancien Testament et donc comment Ulysse, enfin Ouais. l'Iliade et l'Odyssée et l'Ancien Testament. Et là-dedans, Oui, on trouve absolument tous les aventures, toutes les histoires que l'on peut créer après et qu'on en a créées après. oui, oui, mais après, il suffit de décliner. Hein, l'histoire d'amour, par exemple, pendant très longtemps, bah, ça a été des histoires d'amour hétérosexuelles. Maintenant, c'est aussi des histoires d'amour homosexuelles. Et le fait de raconter des histoires entre deux mêmes sexes, eh ben, peut-être que ça développe d'autres intrigues, d'autres regards, d'autres façons Ouais. de raconter l'époque, de raconter la société, etc. La jalousie, pareil, on est jaloux d'un homme, d'une femme, voilà. Je veux dire que la société fait aussi évoluer évidemment les regards qu'on porte sur les comportements, mais les comportements sont globalement les mêmes. Complètement les mêmes. Ouais, On aime, on meurt, on est jaloux, et puis ouais. voilà. Alors on aime des garçons, des filles, de tout ce qu'on veut, mais globalement, les pulsions qui nous animent sont à peu près les mêmes quand même. Mais tu parlais de la mort du western et de la mort pour en revenir là sur et de la mort de la comédie musicale qui, elle, n'a pas été vraiment remplacée. Non. Tu parlais du remplacement par le film de science-fiction pour le western, mais est-ce que c'est pas le fait qu'un jour on ait décidé que la comédie musicale aurait une fin malheureuse, alors que le principe de base de la comédie musicale était d'avoir un happy end? Et est-ce que quelque part, c'est pas West Side Story, par exemple, qui aurait tué la comédie musicale, même si ce fut un énorme succès? Ça m'embêterait parce que j'aime pas West Side Story. Ça m'ennuie. Non, je sais pas, je suis un peu moins, féru de. Enfin non, j'aime beaucoup les comédies musicales, mais je connais quand même un petit peu moins. Ça correspondait effectivement à un moment où il fallait sortir. Il y en a beaucoup dans les années 30-40 où il fallait un peu sortir le spectateur de la réalité, justement. Voilà. C'est sans doute le seul genre
véritablement fabriqué de A à Z, c'est-à-dire c'est le seul genre qui ne correspond en rien à la réalité. Le western correspondait à une réalité, même la science-fiction dans une certaine mesure, le polar bien évidemment, mais les gens qui dansent dans la rue, on en voit assez peu quand même, on voit assez peu 50 personnes en train de danser dans la rue. Donc c'est vraiment un genre fabriqué. Ouais. Et on le fabriquait justement pour échapper à une réalité qui était censée être morose, et que les films, les comédies musicales, c'était, comme tu disais, le happy end, des gens qui dansaient, qui chantaient, qui étaient contents, qui s'aimaient, même si ce n'était pas facile, mais à la fin, ils s'aimaient, quoi. Hein, voir Chantons sous la pluie, qui est voilà, le chef-d'œuvre qu'on connaît, mais qui en plus qui est vraiment parmi les 10 plus grands films de l'histoire du monde, du cinéma, sans aucun doute. Mais j'avais jamais réfléchi au fait que le côté un peu plus noir de West Side Story, qui est quand même, on parlait des histoires racontées 1000 fois, c'est Roméo et Juliette, donc Oui. ils n'ont rien inventé non plus, West Side Story. Mais c'est possible que l'aspect un peu plus noir et un peu plus triste… et plus dans l'histoire de l'époque. Est-ce un seul film suffit à tuer un genre? C'est peut-être un petit peu osé. Non, mais on a R après qui est triste aussi. Oui, R est triste aussi, mais R, il y a un côté assez… D'abord, c'est un film beaucoup plus politique quand même. C'est un film anti-Vietnam. Donc, à partir du moment où tu parles de Vietnam, ben, c'est pas la Brigade du Rire, hein, les films sur le Vietnam, tu vois. Et puis, c'est un film assez émouvant. Moi, je dirais plus émouvant que triste. R, c'est même assez beau, je trouve, la fin. Et puis, il y a plein de numéros musicaux qui sont absolument extraordinaires. Mais c'est vrai que la comédie musicale a correspondu vraiment à un moment où le cinéma était là pour donner une espèce d'antidote à la noirceur de l'époque, et que finalement elle a pas, voilà, elle a disparu de sa propre mort, quoi. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Non? Personne? J'ai asséché tout le monde. Ouais, mais ils sont toujours là. Oui, c'est vrai. Gentil d'ailleurs. Oui, on est toujours Voilà, là. on va te remercier vraiment beaucoup, Eric. Il est vraisemblable qu'on aura l'occasion de refaire encore sur un sujet ou un autre une masterclass comme celle-là. Avec plaisir. Voilà, mais voilà, on vous a remercié beaucoup. Tout le monde te remercie, Akan Cinéma et tous les gens qui t'ont écouté. Et donc, tu seras sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. J'ai hâte. Donc, tu pourras te revoir. Oui, voilà, j'ai un peu de mal. Voilà, en tout cas, je te dis merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci et merci à Julie pour avoir fait la technique. Voilà, et merci aux personnes qui ont assisté à cette masterclass. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.